Il y a longtemps que vous ne l'aviez pas vu? Je l'ai pas vu depuis qu'il est sorti, c'est-à-dire 35 ans. 35 ans. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs, parce que venait de mourir Jean-Pierre Assam, dédié à Jean-Pierre, et puis à sa fille, qui venait de naître. Je dis ça parce que il n'y avait pas vraiment de scénario écrit, ça vous vous en doutez. Et il y avait... ça a commencé parce que j'avais un agent qui était un homme merveilleux qui s'appelait Georges Baume, qui appartenait à un autre monde du cinéma. Il était agent de Visconti. Et un matin, il me dit, je viens de prendre une bière avec un jeune homme formidable, qui était Jean-François Stévenin. Il me dit, car vous devriez faire son film. Je dis, ça parle de quoi? Il me dit, je sais pas. Je sais pas, mais vraiment, il est très sympathique. Alors, Jean-François est venu à la maison avec rien, pas de scénario. Et puis, il me dit, je sais pas, je voudrais partir. Voilà. C'est deux mecs qui partent en voiture et puis vont retrouver un copain. Et puis, sur le passage, il y a une femme. Je fais, oui, mais elle fait quoi? Il me dit, je sais pas. Et c'était à peu près ça le tournage. Ça, tous les jours, il me dit, et qu'est-ce qu'on fait? Quand j'étais là. Hein. Et je lui disais, mais je sais pas, moi. Il me disait, mais qu'est-ce qu'elle ferait une femme à ta place? J'en sais rien, appelle ta femme. Je suis pas, contrairement à ce qui est écrit, qu'au scénariste. Alors, on tournait pas. Jusqu'à un moment donné que je dise moteur en disant, écoute, on va, je sais pas, est-ce qu'on est là, on va tourner ça, hein, quand ça me concernait. Et c'est des souvenirs absolument merveilleux, cela dit. Et alors, la scène de la fin dans la neige, parce qu'en fait, il est du Jura, hein, c'est pour ça qu'on est dans le Jura. Et que on y a passé 15 jours là, pour cette petite scène, parce qu'il faisait il voulait qu'il neige. Et il faisait un temps magnifique et il neigeait pas. Et pour qu'il y ait de la neige qui vole, il faisait moins 40. C'est une année où il faisait moins 40. Donc on était dans la montagne à se geler. Moi, j'aime pas trop le froid. Et dans le refuge, il faisait 0 degré, hein, qui est déjà bien par rapport à moins 40 dehors. Et on avait des sauveteurs avec nous au cas où les doigts ou les pieds gèlent. Et l'idée de Jean-François, pour arriver à faire cette neige qui tombe, c'est de faire venir un hélico, finalement. Mais un hélicoptère, quand il fait déjà moins 40, si vous êtes dessous, ça descend encore plus bas. Hein. Et il fait venir l'hélicoptère, et puis ça se passe mal. C'est 15 jours hein, qu'on était dans un hôtel à côté, enfin qui était à 1 heure du décor, à pied. Et il n'était pas content. Il me dit, tant pis, on rentre. Ah, je fais, ah non. Ah non, ça fait pas 15 jours que je suis là à me geler, sans que tu aies la scène que tu veux, je dirais, avec l'hélicoptère et ta tempête de neige. Là, je sais pas ce que tu veux en faire, mais moi, je reste. Hein. Tu fais revenir l'hélico, parce que... Donc, on l'a refait 3 fois, la scène avec l'hélico, et on était à la limite des engelures. J'ai tellement d'histoires, d'anecdotes à vous raconter, mais voilà, c'est ce qui me vient là, comme ça, là, tout de suite à l'esprit. Après, je réponds ce que vous voulez. Mais je vais vous aider. Mais quand vous l'avez rencontré, Jean-François Stévenin... Dans ma cuisine. Vous ne le connaissiez pas par Assam, c'est la première fois que vous le voyez? Dans ma cuisine. Non, je ne le connaissais pas par Jean-Pierre. Parce qu'ils étaient amis, enfin. Oui. Villeray et lui... le connaissait. Enfin, alors Villeray, je le voyais beaucoup. Je l'avais connu indépendamment de Jean-Pierre. Parce qu'il y avait un garçon, avant que je rentre au conservatoire, sans même que je veux vraiment faire du théâtre. J'avais rendez-vous avec un acteur dont je ne dirais pas le nom, qui n'était pas amoureux de moi. Et il était amoureux d'une jeune actrice. Et il me donnait des rendez-vous, il venait jamais. Et Villeray, dans un endroit qui s'appelait le Sherwood, qui était un café très connu à Paris à ce moment-là, l'un des seuls qui était ouvert tard la nuit, m'imitait la grenouille pour me faire passer le temps de mes rendez-vous ratés. Je me suis vengée après.
Et donc Villeray, non. Et puis indépendamment de ça, effectivement, il se connaissait très bien avec Jean-Pierre. C'était déjà à l'époque où Villeray n'était pas facile. Enfin, Jean-Pierre non plus. Hein. Mais par contre, Jean-François, non, je l'avais jamais rencontré avec Jean-Pierre. Jamais. Non, je l'ai rencontré. Jean-Pierre était déjà. Je réfléchis. Car non, Jean-Pierre n'est pas encore mort. On est à Noël et Jean-Pierre meurt fin janvier, donc non. Mais pour autant, il n'est pas venu sur le tournage et je l'ai rencontré dans ma cuisine, Jean-François. À ce moment-là, avec Jean-Pierre, nous ne partagions plus la même maison. On était censés partager le même immeuble, mais pas la même maison parce que le quotidien devenait un peu compliqué. Et donc, il vous a raconté une histoire? Non. Même pas? Non. C'est-à-dire que vous l'avez suivi, en fait, oui. Juste pour lui, en fait? Oui. Parce qu'il avait quelque chose? Parce que on s'est mis à parler dans la cuisine, et puis on s'est mis à boire ensemble, et puis on a passé plusieurs jours à papoter, à parler de cinéma. Alors moi, je l'ai suivi pour faire un film avec lui. J'avais vu son premier film, hein, justement, avec Villeray. Que j'aimais beaucoup, et donc je l'ai suivi comme j'aurais suivi beaucoup d'autres metteurs en scène si ça m'était arrivé d'autres fois d'ailleurs, parce que vous partez à l'aventure et vous savez pas où vous allez, avec quelqu'un qui sait faire des images, mais pour autant effectivement vous n'avez pas de scénario. Je commence avec Buñuel, alors c'est un peu différent par rapport au Buñuel ou James Bond que j'ai déjà fait, ça bien sûr. Mais c'était juste pour le plaisir de partir à l'aventure avec lui, faire des images. Et alors, quand vous arrivez sur le plateau, on peut dire, enfin sur le film, disons, parce qu'il n'y a pas vraiment de plateau, mais enfin sur le film, il vous a expliqué qu'en fait, il ne fallait pas s'y tromper. C'est pas du tout l'histoire de 2 types, voire de 3 types, puisque c'est quand même 2 ahuris qui essaient d'en retrouver un 3e 25 ans plus tard. Mais que donc, pas du tout. C'est un film de femmes. Et il y a cette scène où vous arrivez avec quand même ces 2 huluberlus qui sont dans votre salon, manteau de fourrure, hein, très femme de notable local, et vous sortez une pomme verte et vous la croquez. Oui. Voilà, et l'histoire commence comme ça. Alors ça, ce genre de scène, mais c'est ça le génie de Stévenin, tout le film est comme ça. Il y a très peu de dialogue, ils sont murmurés, on les entend à peine. Enfin, c'est vraiment des gens dans des situations extraordinaires, et ça dérape quoi tout le temps. Stévenin, il vous racontait quoi? C'est-à-dire, c'est toute une bande de copains là à lui, hein, donc ils sont comme ça aussi dans la vie, hein. Ceux qui sont à l'écran, indépendamment que celui qui joue un de mes amants que j'aurais quitté, directeur d'un théâtre, qui était en fait le décorateur merveilleux. Il joue très bien l'homme bourré. Il est complètement bourré. Hein. On avait énormément bu ce soir. Alors lui, c'est Coutts Velco, c'était le chef d'éco de François Truffaut. Absolument. Il y a toute une bande de Truffaut là, puisque il y a des techniciens extraordinaires aussi bien à la lumière qu'au montage, partout. Il y a des gens, il y a des assistants, il y a les meilleurs techniciens qui soient du cinéma dans ce film. Où on est tous là pour Jean-François, le matin, en train de lui dire, alors on fait quoi? Et il dit, on va là. D'accord, voilà. Et ça s'improvisait en fonction des lieux, des accidents, ce qui faisait beaucoup à ce moment-là, pour détendre tout le monde, quand il y avait des moments comme ça de pause énorme, en se disant, on fait rien. Il imitait très bien Johnny Hallyday. Oui. Comme vous voyez, il y a plein d'affiches de Johnny Hallyday. Il adorait Johnny Hallyday, donc il l'imitait très très bien. Nous faisait Johnny Hallyday pendant une petite heure, pendant qu'on était censé réfléchir nous à ce qu'on allait tourner pour lui faire plaisir. Et il vous donnait vos déplacements au moins? Parce qu'en plus, il tournait beaucoup en plan séquence, il les couple, hein, oui. On les voit. Non, les déplacements non plus, non. Non. Il fallait vraiment se débrouiller, quoi. Oui.
Parce que c'est ça que je trouve... C'était vraiment exclusivement le plaisir d'être ensemble. Moi, j'avais un sens de la culpabilité comme un peu aigu. En disant, écoute, Jean-François, il faudrait quand même qu'on fasse un film. Enfin, on est là pour ça quand même, non? Il me dit, mais oui, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Je dis, oui, mais à un rythme. Et puis vraiment, de temps en temps, il me disait, je sais pas quoi tourner. Je dis, oui, mais moi non plus, c'est pas mon film. Hein. Et vraiment, il me disait, mais je sais pas, invente un truc. Je lui disais, invente quoi? C'est pas, encore une fois, c'est pas mon film. C'est pour ça que tout souvent, je lui disais, mais appelle ta femme. Parce qu'il me disait, c'est un film de femme. Je fais, appelle ta femme. Et il me disait, mais non, tant que tu me diras pas quoi tourner, je tournerai pas. Je fais, mais je sais pas quoi te dire de tourner, là, parce que j'ai pas tout compris de ce qui se passe. Donc, voilà. Moi, ce que j'adore dans le film, c'est quand le régisseur corse, qui s'appelle François Asensi, je crois, vous dit en vous embrassant, ils nous ont pris pour des voyous. Voilà. Et là, on commence à comprendre vaguement... De quoi on parle. Et tout ça, c'est à la Maison de la Culture de Grenoble, qui à l'époque est très connue parce qu'il y a... On y a passé des nuits entières. Voilà, il y a Georges Lavaudan pour le théâtre qui est là. Et donc, Kohutzvelko joue le rôle de Lavaudan, en fait. Oui, bien sûr. On est partout très bienvenus parce que Jean-François, à ce moment-là, mais toute sa vie d'ailleurs, il a été extrêmement respecté, admiré. Donc les portes s'ouvraient, où qu'on aille, les portes s'ouvraient. Si je parlais par rapport aux gens de théâtre ou aux gens de cinéma, pour autant sans savoir vraiment ce qu'il allait faire. Hein. C'est-à-dire que il disait, je voudrais, je sais pas, la salle du théâtre ou le restaurant du théâtre. On lui disait, oui. Voilà, donc on y avait passé, parce que pour finir, ça dure très peu de temps, mais effectivement, la scène avec... on y a passé plusieurs nuits à boire énormément de vin blanc et quand même à essayer de faire quelques images. Et ça devait pas être si facile parce que quand même, quasiment sans texte, avec juste le langage corporel, il faut quand même jouer une femme qui est suffisamment, on va dire, mal ou pas sûre ou embringuée dans un truc dont elle n'est pas sûre pour accepter de se retrouver dans une situation pareille, parce qu'elle pourrait dire maintenant ça suffit. Mais voilà, sa vie a l'air d'être un tel chantier que, en fait, elle suit quand même ces deux gamins, non seulement kidnappeurs, mais insupportables quand même. Je pense que Jean-François avait compris que ma vie à ce moment-là était un vrai chantier. Ah. Donc il s'est dit, je vais lui demander, parce que... Mais je comprends mieux le film en le voyant maintenant. Le problème, c'est que à l'époque, comme j'avais pas de scénario, je le jouerais mieux d'ailleurs si j'avais su que c'était ça qu'il voulait faire. Mais comme j'avais pas de scénario et qu'il gardait pour lui ce qu'il avait envie de faire, donc. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Si, oui, à cause de Jean-Pierre, sûrement. Voilà, je sais pas pourquoi il m'a demandé à moi de jouer ça, je dois dire, de travailler avec lui. Mais on a passé des mois absolument merveilleux et des années après, parce qu'on est restés amis mais la communication ressemblait à ça, hein, quand on dînait ensemble. Mais d'ailleurs, il y a une scène à Paris où vous n'êtes pas. Je trouve que c'est tout l'art de Stévenin et c'est le seul à faire ça. Vous savez, c'est la séquence où il est au métro Parmentier et il voit une femme et il s'approche d'elle comme s'il pouvait y avoir quelque chose entre eux. Il avance là comme ça, c'est un petit cadre, il sort de son bureau. Et puis la fille rejoint en fait sa famille, ses enfants, et monte dans une Renault 5 orange. Alors il m'a fallu 30 ans pour comprendre que c'était la femme de Stévenin. Oui. C'est clair, hein, c'est la femme de ses enfants. Mais cette scène-là, et c'est exactement pareil avec vous, dans la montagne, dans les hôtels, etc. Il pourrait se passer quelque chose, c'est toujours mais quelque chose qui ne se passe pas. Voilà. C'est toujours quelque chose qui ne se passe pas.
c'est toujours quelque chose qu'on n'arrive pas à se dire, c'est toujours quelque chose qui... Voilà, tout le temps. Donc, comment montrer ça après s'il me l'avait dit, en même temps, je ne sais pas tellement ce qu'il aurait pu dire, parce qu'effectivement, s'il m'avait dit on va faire un film où je ne sais pas ce qui se passe, et sur le fait que les choses n'aboutissent pas et qu'il ne se passe pas, et qu'on n'arrive pas à communiquer, et qu'on n'arrive pas, et qu'on est des êtres perdus. Je ne sais pas si je l'aurais suivi. Hein. Donc, c'était la conversation avec lui qui fait que je l'ai suivi. Et des images, ça, il savait faire. Rien n'était prévu avant le jour même où on arrivait sur les décors. Lui seul pouvait avoir, on n'en a jamais parlé d'ailleurs, lui seul pouvait avoir une idée de ce qu'il avait envie peut-être d'avoir à la fin, mais je ne suis même pas sûre qu'il ait su. Il faisait des images au jour le jour sur justement l'impossibilité de dire, de faire, la difficulté et pour autant, il avait une vie de famille très, très, très structurée. Jean-François, ça n'a pas l'air hein, quand on le voit comme ça, mais il y a sa femme, il y a ses enfants, ils en ont eu 3 ensemble, et c'était vraiment un clan très. C'est pour ça que parce qu'elle elle est là, mais sinon elle n'était pas sur le tournage. C'est pour ça que je lui dis mais appelle ta femme. Et agacé quand il me disait qu'est-ce qu'on tourne demain. Mais posez-moi des questions parce que je suis très surprise. Mais en plus, tout ça a duré un certain temps parce que le tournage a duré à peu près une dizaine de semaines. Vous en aviez quelques-unes. Oui. Il a mis avec Yann Dedé et tous les gens qui sont au générique. Ils s'y sont mis à 6 hein, quand même. Oui. Ils ont mis 1 an à monter. Dans l'équipe photo, je me suis aperçu aujourd'hui, on lui en a pas parlé. Il y a Darius Kandji. C'est un des plus grands chefs opérateurs d'aujourd'hui. Caroline Champetier. Non, il y a des techniciens hallucinants, merveilleux, qui ont tous suivi Jean-François, qui avait fait ce premier film avec Villeray. Passe-Montagne. Et qui nous charmait tellement et qui nous intriguait et qui aimait tellement le cinéma, savait très 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 bien parler du cinéma et de ses aventures avec Truffaut donc on se retrouve toute cette bande là qui est vraiment pour être ensemble. Alors c'était censé faire un film. Alors le film est sorti, oui. Il a eu un succès, disons, d'estime. Enfin, quand même, on en a parlé. Oui, ça a évidemment pas été. Parce que Jean-François jouissait d'énormément de respect parmi les gens qui font ce métier. Mais les spectateurs, je comprends qu'il n'y en ait pas eu tellement. Et alors dans les cahiers du cinéma, il y a quelqu'un qui n'était pas encore cinéaste, qui s'appelle Hervé Leroux, et qui dit « Mais en fait, c'est la captive aux yeux clairs. » Et la captive aux yeux clairs, c'est vous. Oui. Et c'est pas faux. C'est-à-dire qu'à un moment, ces 2 types et cette fille qui montent la montagne, on se dit, mais ça devient un western très étrange quand même. Mais ça a un peu ce côté-là. Oui. Jean-François m'a dit ça un jour. Il me dit, c'est une sorte de western. Hein? J'avais du mal à suivre. Mais je l'aurais suivi, hein, puisque la preuve, je l'ai suivi. Mais j'essayais pas tout le temps de comprendre, parce que c'était pas possible. Dans la vie, si on se voyait souvent et on riait énormément, mais et on parlait de façon intelligible hein, quand on dînait ensemble. Ah ben, Stévenin, dans la vie, non seulement il était extrêmement bavard, oui, mais en plus, il imitait à la perfection un certain nombre de gens. Oui, très bien. Il imitait parfaitement Louis-Ferdinand Céline, Jacques Villeray, Jean-Luc Godard. Très bien. Ça, c'est pas très difficile. Même moi, je peux vous l'imiter. Non, pas ce soit pas là maintenant, mais... puisqu'on est là pour vous raconter d'autres histoires. Après, c'était quoi? Après Trop belle pour toi, j'ai un
quelqu'un qui m'appelle en me disant que Jean-Luc, que je connaissais très bien, parce qu'il avait été très proche de Jean-Pierre Assam, parce que Jean-Pierre avait produit beaucoup de films avec lui. Donc je le connaissais pas très bien, parce que c'est très difficile de dire qu'on connaît Jean-Pierre Assam. Autant j'ai connu bien Jean-François Stévenin, parce qu'en dehors des tournages, on parlait beaucoup, autant Jean-Luc. Je vais vous raconter Donc j'ai fait Trop belle pour toi. Je l'avais vu pendant des années, proche de Jean-Pierre. Donc en plus, il me connaissait. Hein. Et puis là, il me demande d'aller à Rolle, en Suisse. Sinistre, un endroit sinistre, un petit appartement moderne. Et il me demande pourquoi j'ai envie de tourner avec lui. Alors je suis restée un peu sans... Je crois que j'ai pas réussi à articuler 2 mots, parce que j'ai dû lui dire parce que c'est vous. On se vous voyait, hein, ou parce que c'est toi, je sais plus. Et après... J'ai comme habitude d'avoir travaillé avec des gens avec qui j'ai mangé avant. Et selon ce qu'ils mangent et comment ils mangent, ça me donne envie de tourner avec eux ou pas. Ça depuis très tôt. Et alors, Jean-Luc, on est allé déjeuner ensemble. Non seulement il n'a pas dit un mot, il a commandé un poisson du lac, qui était un truc fadasse. C'était sur le lac de Genève, c'est un truc très connu, hein. C'est du perche, voilà, c'est perche. Mais un perche bouilli, et c'est tout. Et je me suis dit, mais moi, déjà après ce qu'il vient de me faire là, c'est-à-dire que pourquoi tu veux tourner avec moi, qui est vraiment de la torture, vous ne demandez pas à une actrice, vu qui il était, et moi qui étais toute jeune, pourquoi vous voulez tourner avec moi Et le déjeuner, je me suis dit, non, je ne vais pas pouvoir le faire. Ça va pas être possible. Je sens que je vais m'emmerder, mais à un point. Alors que avec Jean-François, par contre, certes, on se parle peu dans le film, mais par contre, dans la vie, on se parlait beaucoup et on riait beaucoup. Ce qui est drôle, c'est qu'après Double Messieurs, quand le film est enfin sorti, je veux dire, les scénarios continuaient à arriver. Alors ça, c'est vous qui le racontez dans une interview avec Serge Kaganski, je crois. Vous dites, c'est quand même curieux. Et j'ai dit non à tout pendant 2 ans. Oui, c'est vrai, oui. Pourquoi ? À cause de cette expérience-là, c'est-à-dire chaque scénario que je lisais qui était écrit, je trouvais ça trop écrit. Non, je plaisante. Non, c'est vrai que d'abord, j'avais fait le film de Buñuel, qui était le premier film que je faisais, Après, j'avais fait un film de Schroeter, juste après un film de James Bond, où là, je m'étais sérieusement ennuyée, parce que ça fait rêver ceux qui regardent, et c'est amusant, surtout pour les garçons. Mais moi, pendant 6 mois, j'ai fait quand même semblant de nager devant un bocal. Hein. Donc, alors, ils n'ont pas menti, hein, mais d'ailleurs... Pour l'histoire, c'est pas moi qui ai choisi de faire le James Bond, c'est parce que je sais pas comment ils m'ont trouvé. J'étais dans une maison en Italie, en vacances, avec Roberto Benigni, qui n'était pas connu à l'époque, mais faisait déjà ses spectacles sur Dante, Werner Schroeter, avec qui on écrivait le scénario qu'on a fait ensemble, Jean-Pierre Assam et moi. Et un producteur, qui était le producteur de Roberto Benigni à l'époque pour le théâtre, mais en même temps qui avait été coproducteur avec Jean-Pierre des films de Ferreri. Et on était dans sa maison à Porto Ercole, et le téléphone a sonné, c'était pour moi. Comment ils m'ont trouvé, encore une fois, je ne sais pas. Et on m'a demandé si je voulais faire le James Bond. Mais comme ça, hein. J'ai dit, je sais pas, c'est dans combien de temps? Il me dit, faudrait se voir demain à Rome. Et on commence dans 15 jours. Donc ça veut dire forcément qu'une actrice leur a pété dans les doigts, parce que sinon, ils font pas un casting 15 jours avant. Mais ça j'avais l'habitude, n'est-ce pas? C'est pas ça le problème, mais c'est simplement que je savais pas quoi dire. Donc j'ai mis la main sur le téléphone, il n'y avait pas de portable. Hein. Et puis c'est les garçons que ça amusait énormément. C'est eux qui ont dit oui, en disant oui, si, vas-y. Donc j'ai dit oui, et le lendemain, j'ai rendez-vous à Rome avec toute l'équipe du James Bond. Alors après, pourquoi pendant 2 ans Alors attendez, juste cette histoire, parce que ça, j'adore quand même. Vous vous retrouvez donc à peu près 1 an plus tard au Festival de Cannes. Oui. Vous avez le film de Schroeter, oui. donc le jour en compétition. En compétition. Voilà, le jour des idiots. Oui. Et puis vous êtes aussi un peu sur le Carlton.
c'était terrible parce que le Carlton, il y a deux grandes colonnes dans l'entrée du Carlton. Avant l'entrée, il y a deux énormes colonnes. Et sur chaque colonne, il y avait mes jambes. Enfin, une jambe et puis l'autre, avec le James Bond et une arbalète. Et donc je baissais la tête quand je passais. Encore une fois, c'est pas que j'avais honte d'avoir fait le James Bond, mais c'était tellement différent par rapport au film de Werner Schröter, dont la moitié de la salle est partie d'ailleurs, à ce moment-là, le soir de la projection. Mais c'était vraiment deux mondes totalement différents. Mais ils ont fait quelque chose d'assez charmant, les gens du James Bond, parce que je leur ai cassé les pieds vraiment pendant... Ils avaient un mois de retard. Alors on était à Pinewood, en Angleterre, dans des conditions merveilleuses. Enfin, sauf que sur un film américain, vous êtes là à 8 heures, prêt à tourner. Et si vous tournez pas, vous tournez pas. Donc, indépendamment de faire semblant de nager devant un bocal, vous passez aussi des jours à attendre sans ne rien faire. Et à part les voyages, ça par contre, on est allé en Grèce, magnifique. Sauf qu'on est arrivé, parce qu'on voulait tourner là où il y a les monastères, mais quand ils ont su qu'il y avait une femme dans l'histoire, ils ont mis des draps blancs sur les monastères, qui étaient au loin, hein, parce que c'est en haut de pics rocheux, c'est absolument somptueux. Donc en fait, on n'a pas pu tourner là. On est allé là pour rien. On a vu l'endroit qui était très beau, mais après, c'était malin, ils ont tout couvert de leurs draps de lit, donc on ne pouvait pas tourner la vue avec le monastère. Donc en fait, sur le James Bond, je leur cassais Ce sont des monastères interdits aux femmes. Ce sont des monastères interdits aux femmes. Mais j'étais loin d'être dans le monastère. Costa Gavras m'a déjà raconté cette anecdote. Il faut être un homme pour avoir le droit d'accès. Oui. Mais là, on n'essayait même pas d'avoir le droit d'accès. Hein. On essayait juste de grimper une montagne qui était plus loin. Et effectivement, au loin, il y avait un monastère. C'était pour la beauté de l'image. Mais ils ne l'ont pas eu puisqu'ils avaient mis des draps blancs dessus tout le temps où on est resté là. Et donc sur le James Bond, je piétinais et il se disait mais qu'est-ce qu'elle nous enquiquine à vouloir partir comme ça, faire ce film. Et alors je suis arrivée, pour finir, ça y est, avec un mois de retard, mais je suis arrivée à Prague. Le mur de Berlin n'était pas tombé à ce moment-là. Et donc j'arrive dans une Prague communiste et dans les studios de Barrandov. Donc je passais de Pinewood au studio de Barrandov. Il y a une énorme différence. On mangeait que du chou tous les jours. Et dans la même journée, j'ai fait une matinée le James Bond et l'après-midi le film de Werner Schröter. Il y avait une vraie différence. Là, il y avait un scénario. On aime plus ou moins le film, mais c'est un beau film, c'est un très beau film. Il y a un scénario écrit pour moi, encore étrange, décidément. Ils avaient une vision de moi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui les amusait, mais ce qui amusait Jean-François aussi, c'est parce qu'on ne voit pas là, mais c'est que je mangeais très vite. Et que l'image, en même temps, effectivement, avec mes longs cheveux là, de Madone... Je mangeais très très vite et je marchais très vite, comme un troupier, comme un soldat. Donc ça avait intrigué Jean-François, mais ça avait intrigué aussi Werner Schröter, qui me regardait en disant il y a quelque chose qui ne va pas entre cette image comme ça de Madone et puis cette espèce de soldat GI qui mange en 2 secondes, voilà. Et je ne sais plus où on en est là. Non, on va retrouver notre fil. Je vous demandais donc après Double Messieurs. Ah oui, pourquoi je ne tourne pas ? Parce que j'arrive pas. C'est vrai que j'ai fait le film de Buñuel et puis j'ai fait Buffet froid déjà là. Et j'ai fait le film de Schröter puisqu'à ce moment-là je l'ai déjà fait. Et c'est vrai que j'ai plus envie de faire ça que des James Bond, et que m'arrivent des scénarios qui m'intéressent pas beaucoup, et que pendant 2 ans, après le film de Stéphane, rien d'intéressant ne vient, et je me dis je vais changer de métier, je sais pas, je vais faire la cuisine pour, je vais monter un restaurant, je sais pas ce que je vais faire, mais et j'ai accepté de faire un film que j'aimais pas trop, et j'étais obligée d'appeler Jean-François justement, qui arrivait avec une moto. Je dis Jean-François, je veux pas y aller. Il me dit si, il faut que tu ailles. Je fais non, vraiment pas envie d'y aller. Donc il venait me chercher, il m'accompagnait sur le tournage, il me ramenait,
grâce à ça que ce film a été fait, enfin fini, parce que il me disait non, tu peux pas faire ça, tu as signé, faut le faire. Et puis et après, j'en ai pas fait d'autres parce que j'attendais. Et un jour, il y a Bertrand Blier qui m'a appelé, puisqu'on avait fait Buffet Franc ensemble, et qui m'a dit, je suis, après 2 ans donc de disette totale, il me dit, je suis en train d'écrire un film avec Gérard Depardieu, Josiane Balasco et toi. Enfin, si tu veux. Donc j'ai pris l'air le plus détaché du monde. Et j'ai dit, si tu en as envie, oui, bien sûr. Parce que je voulais pas avoir l'air trop enthousiaste. Parce que m'arrivait une très, 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 très bonne nouvelle quand même. Donc j'ai raccroché, toujours le téléphone fixe, hein, et j'ai hurlé de joie. Surtout que ce film était trop belle pour toi, donc c'était un cadeau vraiment magnifique. Mais effectivement, pendant ces 2 ans, j'attendais en fait, et ça aurait pu ne jamais venir, Trop belle pour toi. J'attendais de lire un scénario qui, voilà. Mais vous attendiez Trop belle pour toi. J'attendais Trop belle pour toi. Qui, pour le coup, a changé vraiment beaucoup de choses, parce que le film a été un très grand succès, on en a beaucoup parlé, enfin, c'était un hit. Et puis... Non, et puis je savais ce que je faisais. Finalement, je commençais à savoir faire mon métier. Non, mais en fait, d'abord, je ne savais pas que je savais jouer quand j'avais 18 ans dans le film de Buñuel, ou quand je l'ai regardé, j'ai vu que je savais jouer, mais à l'époque, ça vraiment, je ne savais pas du tout. Donc, ça m'a mis des années à avoir confiance, et j'ai commencé à avoir confiance en moi sur le film de Schroeter. Sur le film de Jean-François, non, parce que je l'ai laissé faire, et je l'ai laissé faire en disant que... tourne ce que tu veux, fais ce que tu veux. Mais sur le film de Werner Schroeter, j'ai commencé à voir dans le regard des techniciens, parce que c'est peut-être l'endroit le regard où on voit le mieux, et puis surtout au son. Et j'avais un homme au son qui s'appelait Pierre Gamet, qui était un ingénieur du son absolument extraordinaire. Et en fait, si vous regardez pas l'image et que vous allez écouter le son, vous avez une idée beaucoup plus juste, parce que l'image quelquefois peut vous tromper sur ce que vous avez fait. Puis j'aime pas trop aller me regarder, mais par contre le son, j'allais vérifier, et j'ai commencé à faire des choses c'est-à-dire que ça correspondait à ce que je voulais faire. J'entendais un son qui ressemblait à ce que j'avais envie de faire en tant qu'actrice, et je le voyais dans le regard du chef opérateur, parce que dans Trop belle pour toi, il y a des moments où Bertrand n'était pas d'accord, et c'était Philippe Rosselot, pareil, un grand chef opérateur, qui était à l'image et qui disait non, ça marche. Et donc c'était à travers les techniciens que je voyais que je commençais à pouvoir... Mais voilà. Trop belle pour toi, on a quand même l'impression d'une autorité, d'abord, parce qu'il y a des scènes comme celle du mariage, qui sont des monologues devant quand même des gens comme Depardieu. Enfin bon, c'est pas commode, Oui, d'une autorité et puis d'un épanouissement. Ah oui, j'avais fait déjà Rive droite et gauche avec Gérard, qui m'avait, c'est le comble à l'époque, il m'avait dit, tu sais, ça aide d'apprendre son texte. Il n'a plus jamais appris depuis, mais enfin... Parce que j'avais une vie justement compliquée à ce moment-là, donc j'avais pas le temps de dormir. J'arrivais sur les tournages, j'avais pas eu le temps d'apprendre mes textes. Et où on était là? Trop belle pour toi. Trop belle pour toi. Ah oui, Trop belle pour toi. Ça a été écrit pour moi, mais ce que je ne savais pas, c'est que franchement, je suis d'une grande discrétion en tant qu'actrice, et puis je me mêle pas de ce que veut faire le metteur en scène. Là, il y avait Jean-François qui me disait qu'est-ce qu'on fait. Mais vous avez vu, j'ai pas non plus produit tellement de dialogue, hein. Sur Trop belle pour toi, j'avais dit j'ai lu le scénario que j'avais trouvé magnifique, qui a d'ailleurs été énormément changé au montage par rapport au scénario original. Dès la première seconde, on a su qu'on faisait un très beau film. Ça, malheureusement, on s'en rend compte très vite. Je dis ça pour les films qui se passent après dans ma vie. C'est qu'on sait que si ça va, si c'est une catastrophe ou si c'est médiocre ou si c'est bien, on le sait. Tout de suite, les premiers jours. Oh, pas les premiers jours, le premier jour. Ah oui. Oui. Donc quand on est embarqué dans un film médiocre, on y est, puisqu'on a signé, hein, on y est, mais on le sait très vite.
Et c'est ce que je vous racontais l'autre jour, mais vous n'étiez pas là, mais c'est que la dernière fois que ça m'est arrivé, j'aurais dû demander au metteur en scène d'ailleurs ce qu'il avait vu au cinéma avant, mais c'était un jeune homme, c'était son premier film. Alors de temps en temps, bien évidemment, on part et c'est normal de faire des premiers films, mais lui, il connaissait pas du tout le cinéma. Puisque quand le producteur m'avait dit ce que je racontais l'autre jour, il m'avait dit « J'ai vu La Grande Bellezza », je lui dis « Oui, c'est bien, c'est un bel hommage à Fellini ». Et le metteur en scène m'avait répondu « C'est qui ?» Et tout d'un coup, m'a pris un vertige, et j'ai dit des noms, Visconti, Rossellini, rien, Pasolini. Alors, je suis remontée en arrière, en France, Renoir, Lang, Hitchcock, rien. Rien. Il savait rien, mais c'est même pas qu'il les avait pas vus, il les connaissait même pas. Il savait même pas qu'ils existaient. Donc là, on était très loin de faire ce que j'aime justement. Mais sur Trop belle pour toi, j'avais dit alors, j'avais lu le scénario et j'avais vu Bertrand et j'avais dit à Bertrand quelque chose qui ne lui avait pas plu du tout, dont je n'étais pas au courant. Je lui avais dit que je voulais qu'elle soit très réservée, cette femme. Qu'elle soit timide avec sa beauté, qu'elle soit... Enfin, je ne sais pas comment je l'ai formulé, mais ça ne lui a pas plu. Ce qui a fait que... Ce que je n'ai pas su, c'est qu'il a fait des essais pendant 2 mois avec d'autres actrices. Et c'est Margot Capelier qui faisait des castings à l'époque, qui avait dû lui chercher d'autres actrices et qui a fini par lui dire... Tu l'as écrit pour Carole, alors je crois qu'on n'y arrivera jamais, puisque c'est fait pour elle, donc fais-le avec elle. Et maintenant, il dit que c'est pas vrai, mais c'est vrai. Hein. Il m'a viré de son film pendant 2 mois sans rien me dire. Moi, je croyais que je le faisais. Et en fait, il faisait des essais avec d'autres. Et ça tombe bien, il n'est pas arrivé à me remplacer. Et après, il avait tellement honte, parce qu'il m'a fait pique-pendre. Bertrand, il n'est pas là, mais la fiche qui est avec Josiane, et pas moi du tout. Je lui ai dit, tu aurais pu me le dire. Il me fait, mais je peux pas te mettre sur la fiche parce que je peux pas t'en les dire. Je suis d'accord, t'as une bonne raison. Et puis après, il se sentait tellement coupable par rapport à Josiane, au texte qu'il avait écrit lui, puisque c'est pas moi qui ai écrit le texte, quand je lui dis des horreurs, et donc il le jouait en plus d'ailleurs, parce que je lui disais, écoute, j'arrive pas à dire ça, Josiane, moi je peux pas là. Donc il le jouait, je vais d'accord, bon, je vais y aller, et après il se sentait tellement coupable de l'avoir maltraité dans les mots, dans le film, qu'il partait faire des premières sans moi. Et de temps en temps, ils s'entrecoupaient, c'est-à-dire qu'ils étaient très au courant, qu'ils m'avaient mis de côté. Hein, mais par exemple, au déjeuner des Césars, où on était nommés toutes les deux, et j'avais dit, moi je me souviens à Craven, j'avais dit, non, il faudrait qu'on ait un prix pour toutes les deux, parce que moi j'étais encore dans ce trip-là. Il m'avait dit, non, ça marche pas, ça, Carole. C'est ou l'une ou l'autre. Il n'y a pas de prix pour 2 actrices en même temps. Je dis, oui, mais pourtant, on partage le film. Enfin, bon, bref. Et dans le même déjeuner, d'ailleurs, il y a Bertrand qui, avec Josiane, tout d'un coup, se raconte une histoire qu'il venait de vivre à Londres pour la première du film. Je fais, vous êtes allé à Londres pour la première du film? Donc, bon, oui. Oui, mais on a pensé que tu pourrais pas venir. Oui. J'aurais peut-être pu, si on me l'avait dit, mais enfin... Donc, en fait, il faisait des choses en cachette. Pas Josiane, mais Bertrand. Parce que il voulait un peu mieux traiter Josiane qu'il ne l'avait traitée dans le film, alors que, cela dit, il me quitte pour elle. Hein, mais en fait, effectivement, je lui dis, et c'est écrit par lui, des horreurs. Donc, il avait du mal à assumer. Il culpabilisait. Donc c'est moi qui en payais le prix. Mais il vous en arrive de drôle quand même, parce que vous nous avez raconté en nous présentant Grosse Fatigue de Michel Blanc. Oui, que c'était pas fait pour moi, ouais. Voilà, qui n'est pas venu, mais c'est partie remise. Qu'il avait commis une petite erreur bête, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une comédienne qui joue son propre rôle. Bon, très bien. Comédienne connue. Une comédienne un peu connue. Et donc vous recevez un scénario, et c'est pas Carole qui a marqué. Non, c'est Catherine. Parce qu'il m'a appelé avant, parce qu'on était amis, il m'a appelé avant pour me dire qu'il avait écrit un film pour moi. Ça recommence.
Et donc je suis plus qu'heureuse, qui était en l'occurrence un scénario de Bertrand Blier qu'il avait adapté. Et le scénario arrive avec marqué Catherine, parce que c'est l'histoire d'une actrice qui joue son propre rôle. Et je lui dis, donc j'appelle Michel et je lui dis, Michel, non, c'est très 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 bien, je vais le faire, mais c'est pas pour moi que tu l'as écrit. Puis il dit, bien sûr aussi. Je fais non. Le scénario que tu m'as envoyé, il y a marqué Catherine. Alors il n'y a qu'une seule possibilité, c'est Deneuve. Mais je suppose qu'elle t'a dit non, donc moi je suis ravie, je le fais. Hein. Mais ça arrive tout le temps. Moi, on est totalement remplaçable. Tout le temps. Mais j'ai commencé à bonne école. Et encore une fois, je fais le film de Buñuel. On est deux à jouer le même rôle. Donc, ça vous rend modeste depuis le départ. Hein. Surtout quand vous vous rendez compte que le public et même les critiques se rendent même pas compte qu'il y a deux actrices. Donc, ça aide à pas se prendre la tête depuis le début. Et de ce point de vue-là, Carole, est-ce que avoir travaillé pour Chanel, avoir fait aussi des choses en publicité, en mode, est-ce que ça vous donnait un peu de liberté par rapport quand même au cinéma français et ce côté un peu mufle, on va dire? Ça m'en a donné, mais j'ai commencé tard avec Chanel. J'ai commencé à 28 ans. Il m'avait demandé quand j'avais 20 ans, juste après le Buñuel, et là je me suis dit avec la bobine que j'ai, avec la tête que j'ai, si je rajoute l'image du numéro 5 de Chanel, je vais jamais y arriver en tant qu'actrice. C'est le film de Stévenin, oui. C'est la pleurésie assurée. Voilà, c'est-à-dire entre ma tête de Madone et en plus si je rajoute l'image de Chanel, donc à ce moment-là, j'étais même pas allée au rendez-vous d'ailleurs qui m'avait fixé. Et le soir même, je dînais avec quelqu'un qui m'avait dit, qui était Andy Warhol, mais parce que dans l'époque de New York, moi je suis arrivée de Paris, le film de Buñuel, ça c'était aussi très bien, ça m'a sauvée. J'ai fait aucun interview, ni une couverture de journal, ni une photo, rien, puisque tout était, on posait des questions à Buñuel, ce que je trouvais complètement normal, moi, bien évidemment, et pas aux actrices. Mais quand j'arrive après à New York, quelques mois après, l'Amérique fonctionne déjà complètement de façon différente et les gens viennent me dire bravo. Alors j'étais très 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 étonnée. Et parce que j'étais là pour faire un film d'un Allemand qui s'appelait Uli Lommel. Ça fait partie de la bande de Werner Schröter, tout ça. On a mis 1 an à tourner parce qu'on n'avait pas d'argent, donc on tournait 2 à 3 jours par mois. Mais j'étais, à cause du film de Buñuel, traitée comme une petite princesse. J'étais très étonnée parce que j'avais tous les acteurs et metteurs en scène les plus connus américains, journalistes à l'époque du Watergate qui venaient et qui venaient, on allait tous dans les mêmes restaurants et qui venaient me dire bravo. Donc au début, je regardais en me disant ils disent bravo à qui? Et puis après, j'ai compris que c'était à moi. Alors au départ, j'étais un peu gênée. Puis après, j'ai commencé à trouver ça agréable. Et puis quand j'ai commencé à trouver ça très agréable, je me suis dit non. Alors il faut que je retourne à Paris. Là, il faut que je retourne, au bout d'1 an, il faut que je retourne en France à apprendre à faire mon métier dans ma langue. Je savais que j'avais aucune envie parce que j'avais un agent à ce moment-là. Après, j'en avais pas en France pendant 10 ans, avant d'avoir Georges Baume et le Stévenin. Mais j'avais pas d'agent. Mais par contre, j'en avais un en Amérique à cause du film de Buñuel. Et il m'avait dit, avec qui vous voulez tourner? J'avais dit, il y a 2 personnes. Il y avait Fassbinder et Nicolas Roeg. Et pour un agent américain, c'était pas... Il m'avait dit ça... Donc, il m'avait envoyé... J'ai eu tort, hein. J'ai à Los Angeles faire des essais pour des films que j'ai pas voulu faire, qui étaient une erreur. Par exemple des comédies merveilleuses. Comment ça... J'ai des trous atroces. Non, parce que je m'attendais pas à vous raconter cette histoire. Peter Sellers, par exemple. Mais bah oui, je sais, c'est une erreur. C'est une erreur, mais pareil, j'allais pas avoir de plaisir en le faisant. C'est-à-dire que le Buñuel, le James Bond, je l'aurais fait 20 ans après l'avoir fait là, je me serais amusée sûrement. Mais à cette époque-là, j'avais envie de faire autre chose et j'aurais pas joué une gourde dans le film de Peter Sellers avec beaucoup de plaisir. Il aurait fallu que ce soit quelques années après.
Là, je me serais encore sentie idiote. Donc, j'ai pas fait les choses qu'on m'a demandé quand j'étais en Amérique. Et puis, alors, par contre, quand j'ai fait le James Bond, là, par contre, ça m'a pas aidé du tout parce que je savais bien que on allait me proposer des films après avec des robots. Donc, je suis allée à aucune première nulle part dans le monde parce que tout le monde pensait que ça. Je dis, mais non, qu'est-ce que vous voulez que ça m'attire, ça va. Je vais avoir le droit à des films d'action. C'était les robots à l'époque, hein, beaucoup, parce que j'avais des enfants, donc un fils, donc je savais bien c'était des Lego, des robots, donc je me suis dit, j'aurais le droit qu'à ça, moi, donc ça me servira à rien d'aller faire les premières des James Bond. Donc j'ai fait la seule qui était à Paris. Le reste dans le monde, j'ai pas fait du tout la tournée mondiale qu'ils font tous. Mais alors encore une fois, donc le Buñuel, heureusement, ça m'a sauvée parce que si aujourd'hui je faisais un film comme ça d'un metteur en scène, d'abord il y en a pas, mais il y en aura, il y en aura. C'est vrai que l'exposition médiatique serait énorme. Et je ne pense pas que ça soit très bon à 18 ans pour le cerveau d'être aussi exposé. Parce qu'à ce moment-là, peut-être vous avez la tête qui tourne, tandis que moi, j'étais. Donc c'était pas plus mal de partir à New York. C'était pas plus mal de partir. Et d'aller en boîte de nuit avec votre copine Clio Goldschmidt. D'aller en boîte de nuit jusqu'à 6h du matin avec un chaperon parce que c'est le metteur en scène, puisque j'avais fait une couverture à cause du film de Buñuel d'interviews photos d'Andy Warhol. C'est comme ça que je me retrouvais. Et puis, pareil, je me retrouvais invitée par Dali, parce que Dali voulait que je lui parle de Buñuel. Parce qu'il s'était fâché avec Buñuel, mais pendant la guerre. Hein, donc, ça faisait longtemps. Et il s'était jamais revu parce qu'il avait fait une blague et qu'à cause de lui, Buñuel avait fait de la tôle. Donc, les rapports étaient moyens. Donc, il voulait absolument que je parle de Buñuel, mais moi, j'avais pas grand-chose à lui dire parce que le film de Buñuel, c'était quand même comme un trou noir. J'avais été très, très timide. Donc, mais il m'invitait à dîner. Donc, j'étais invitée. Je parlais pas du tout à l'époque. J'étais très timide. Je parlais pas. J'avais mes longs... C'est comme ça que je fais Buffet froid. Mais j'avais mes longs cheveux noirs, des lunettes noires, habillée en noir. Et en fait, je suis allée un jour à l'ambassade de France et c'est Bertrand Blier qui ne savait pas du tout que j'étais actrice alors que j'avais fait le film de Buñuel qui m'a vue physiquement et qui a demandé à Toscan Duplantier en disant c'est qui ça ? Elle me dit c'est une actrice, elle a fait le film de Buñuel. C'est pour ça qu'il m'a demandé de jouer la mort dans Buffet froid. Donc ça n'aidait pas non plus d'ailleurs entre cet obscur objet du désir, la mort dans Buffet froid, vous voyez, d'avoir moi j'avais envie de rôles chaleureux. Ça n'était pas vraiment dans l'imaginaire des metteurs en scène. Et vous dépendez beaucoup de ça, parce que les metteurs en scène sont exactement comme le public, hein. Ils vous associent à ce qu'ils voient. Donc il a fallu du temps pour qu'ils aient envie de moi dans autre chose qu'une image de cet obscur objet du désir où j'étais très très loin de là. Oui, il a fallu du temps pour que les choses se détendent un peu et qu'on vous propose des choses qui relèvent pas forcément du fantasme. Oui, ça peut être très intéressant quand ça relève. Oui, mais ça continue encore. L'autre jour, Brigitte Rouen, après travaux, me dit mais tiens, je peux t'envoyer quelque chose ? Je dis oui, bien sûr. Elle me dit oui, mais alors le problème, c'est qu'elle a 60 ans. Je dis oui, je comprends pas où est le problème, Brigitte. J'en ai 64. Elle me dit, parce que tu veux bien jouer une femme qui a 60 ans ? Je lui dis que je joue quoi d'autre ? Mais il y a un malentendu, donc je suppose qu'il restera longtemps. Peut-être que si je suis toujours là, peut-être vers 80, je sais pas, j'aurai le droit de jouer une grand-mère. Je sais pas, mais là pour l'instant, ça bloque, ça coince encore un peu. Vraiment pas beaucoup. Non, mais j'ai vu. En thérapie, par exemple. Ah non, en thérapie, oui, là, en thérapie. Mais il me donne, vous avez vu, c'est où c'est très sèche. Alors j'ai vu, non, ça a changé parce qu'au départ, les metteurs en scène m'ont puni. C'est-à-dire que quand on a fait rive droite, rive gauche, en fait, Gérard me quitte. D'abord, il me mit pour Nathalie Baye, après. Dans Trop belle pour toi, il me quitte pour Josiane Balasco, c'est-à-dire que je suis... Dans rive droite, rive gauche, je vous le trompez la première, si je peux me permettre.
Mais vous êtes pas du tout censé le dire, ça. Et j'ai vu le film à l'époque, hein, je l'ai pas revu depuis, mais je m'en souviens. Oui, mais ça... Bon, non, d'accord, mais enfin, il me quitte pour Nathalie Baye, donc... Ça, c'est vrai. Donc, systématiquement, il me mettait dans des films où les hommes me quittaient. Et j'ai vu qu'il y avait un léger changement quand j'ai eu le droit d'avoir un amant dans un film. Et puis après, ça a évolué, quand j'ai eu le droit d'être méchante, quand j'ai eu le droit de... Voilà, je me disais, tiens, ils ont un peu plus d'imagination à mon égard. Et quand les comédies sont arrivées, oui. Juste sur Buñuel, parce qu'évidemment, je vais vous poser une question là-dessus, et puis on laissera la parole au public, mais cet obscur objet du désir, vous étiez très timide, lui était un vieux monsieur très sourd, impressionnant, donc quand même aussi isolé par sa surdité. Oui, enfin, il en jouait beaucoup. Il en jouait beaucoup. Parce qu'il était appareillé. Mais comme il détestait... Moi, je posais pas de questions parce que j'étais tellement impressionnée. Mais Angela Molina, étant espagnole et ayant des parents acteurs et danseurs et ayant elle-même actrice, elle était très... Très, très latine, très, très espagnole. Donc, elle allait lui poser des questions. Et chaque fois, il faisait semblant de ne pas entendre. Il partait parce qu'il n'avait rien à dire sur pourquoi on faisait telle ou telle chose. Il s'en foutait éperdument. Mais il n'a jamais donné une explication psychologique. Jamais. Il détestait ça. Donc, ça, j'avais compris. Donc, déjà que de toute façon, moi, j'étais timide, donc je ne lui demandais pas. Par contre, il était très, très précis. C'était une leçon extraordinaire. Sur les positions. C'est-à-dire que, par exemple, si je m'étais assise comme ça et qu'il n'avait pas eu envie de ça, il m'aurait simplement dit de me tenir comme ça, droite et voilà. Ça, c'était très précis. Pas tout le temps. C'est-à-dire comment je devais me tenir, comment le bonbon, par exemple, que je développe pour Fernand Doré, celle-là, on a bien mis une journée entière à la faire, parce que sur comment dérouler le papier du bonbon, mais sur quoi penser, il s'en foutait éperdument, ça l'intéressait pas du tout, et donc il s'en allait dans ces cas-là, et il m'a fait une chose extraordinaire, comme il avait compris, d'abord parce que c'était un homme extraordinaire. Et puis, il avait 77 ans. Donc, quand vous avez un certain âge et que vous voyez quelqu'un qui a 17-18 ans, vous pouvez lire un peu quand même dans le... Moi, je peux déjà le faire à l'âge que j'ai. Alors, je n'ai pas le génie de Buñuel, mais je peux déjà, quand je regarde quelqu'un de très jeune, voir le caractère qu'ils ont. Donc, il lisait en moi comme dans un livre ouvert. Et la scène du corset que je voulais vraiment pas faire... Et il voyait bien que j'étais dans le lit, mais que j'étais coincée et je ne pouvais pas articuler un mot et il fallait enlever le drap. Je ne voulais pas qu'on enlève le drap. Donc il est venu me voir et il m'a dit, écoute, je sais pas faire son accent. Je sais faire plein d'accents, mais je n'ose pas imiter Buñuel. Il m'a dit, alors, je suis un peu fatiguée. Il s'arrêtait toujours pour faire une pause vers 5 heures de l'après-midi pour prendre un martini et manger un morceau de chèvre qu'allait lui chercher sa script, qui était Suzanne Durand-Berger, magnifique script. Et là, par contre, là, il était 11h du matin, il m'a dit, je suis un petit peu fatiguée, je vais aller me reposer dans ma loge. Et quand tu le sentiras, tu diras moteur. Il est parti. Il m'a laissé seule avec Fernand Doré, avec toute l'équipe du film qui attendait devant moi. Moi, j'étais dans un lit, puis il y a toute l'équipe autour. Alors, j'attends 5 minutes. Silence. C'est pour ça que je dis que quand Stéphane me fait ça, au fond, je suis un petit peu habituée. 10 minutes. Puis j'ai fini par dire moteur, que je fasse. J'ai fini par la faire, la scène. Et comme à l'époque, il avait déjà un écran vidéo, lui, qui n'était pas sur le plateau, mais qui était très loin. Donc de toute façon, il l'avait vu. Et puis il avait toute confiance dans Suzanne Durand-Berger et dans Fernand Doré. Et vu ce que j'avais à faire, enfin bon. Donc, et puis il est réapparu en fin de journée, comme si de rien n'était. Il m'a pas demandé, il n'a pas regardé avec moi, il a rien dit. Voilà. Et c'était le seul moyen que je tourne la scène. Effectivement, il avait compris que j'avais un sens de la culpabilité très, 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 très aigu et que ma timidité m'obligerait à y aller.
Et Fernand Doré, qui était évidemment son double et depuis plusieurs films, et qui était son envoyé dans le plan, enfin qui était son complice, lui, il était gentil avec vous. Ah, il était un peu chargé d'essayer de vous mettre à l'aise autant que faire se peut. Ah, il était absolument adorable. Alors, il était adorable pour autre chose aussi, c'est que Buñuel, alors la lumière, il s'en foutait un peu. Moi, j'adore la lumière au cinéma, mais alors lui, ce qui est important, autant les décors et des milliers de choses, bien sûr, le cadre, plein de choses, hein, mais par contre, il fallait que ça soit éclairé. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, de temps en temps, c'est Fernando qui m'a commencé à m'apprendre la lumière en me disant « Tu n'es pas dans la lumière, Carole, avance-toi un peu, parce que là, tu es dans Dieu. » Donc, c'est lui oui, qui me servait un peu de guide. Et avec Buñuel, on a pratiquement jamais parlé, parce que moi, je n'osais pas lui poser une question. Par contre, quand on est arrivé j'avais déjà ce tropisme-là, quand on est arrivé à Séville, déjà le sud de la France, enfin le sud de l'Europe me change de caractère et me rend, moi qui étais timide, loquace. Et au lieu d'arriver habillée en noir, je mets des couleurs, donc déjà à 18 ans, donc il me regarde très étonné, il me dit c'est étrange, c'est pas du tout la même. Et effectivement, j'ai été volubile. C'était un temps magnifique car c'était la première fois qu'il pouvait montrer quel film qui avait été interdit en Espagne. Viridiana. C'était Viridiana, absolument, et c'était montré à l'université. Personne ne l'avait vu encore en Espagne. C'était la première fois, puisque ça avait été interdit par Franco. Même si ça avait gagné un prix à Cannes, mais ça c'était Fernand Doré qui avait porté les bobines en cachette dans le train. Mais le film était interdit en Espagne et en fait il l'avait vu, il le voyait pour la première fois quand on était sur le tournage de cet obscur objet du désir. Donc c'était merveilleux de le voir avec lui et tous ces milliers de gens et d'étudiants qui découvraient ce film que moi j'avais déjà vu en France à la Cinémathèque. Et Buñuel je me souviens, puisque cette fois-ci, c'est les seules fois où on a déjeuné, dîné ensemble, et me parlait de moi, et m'a décrit ma vie, en tous les cas, pour les 10 ans à venir. Et je me suis dit, pourquoi il me dit ça, et pourquoi il me dit ça, et pourquoi il me dit ça? Parce qu'il me disait, fais attention à ça. Je n'oserais pas vous dire, parce que c'est des choses très, très personnelles et très... Et ben c'est des choses que j'ai vécues. Et ce que je pourrais faire, ce que je pourrais faire aussi pour des gens, d'ailleurs encore une fois aujourd'hui, mais sauf que là, ça m'est vraiment arrivé. Et par exemple, il m'a prédit le contrat Chanel aussi. Ça alors? Oui. Il m'a dit fais attention, mais tu devrais le faire. Mais à mon avis, on va te demander de représenter la France pour un parfum. Moi, j'avais qu'une idée, c'est en tête le cinéma. Je n'ai pas du tout l'idée de quoi il parlait. Et donc, à 20 ans, je n'ai pas fait attention quand ils m'ont demandé. Et puis, quand j'ai dit oui à 28 ans, je me suis dit, mais c'est étrange. Il me l'a dit il y a 10 ans. Il était mort depuis. Je ne pouvais pas l'appeler pour lui dire, c'est vraiment... Mais il m'a dit beaucoup de choses sur ce qui m'est arrivé. Non pas sur toute ma vie, mais les 10 ans qui ont suivi, oui, beaucoup de choses sur moi. Et est-ce que vous vous souvenez de la dernière séquence du film, de cet obscur objet du désir? Ah oui, je m'en souviens très bien. Dans ce passage parisien, voilà. C'est la femme de Jean-Claude Carrière, Auguste, qui reprise une dentelle dans la vitrine. Il vous a expliqué de quoi il était question? Il vous a dit quelque chose? Jamais. Jamais. Mais il disait à personne, d'ailleurs. De toute façon, il y a un personnage qui est le maître d'hôtel de Fernand Doré qui porte un sac dans le dos. Donc tout le monde lui a demandé ce qu'il y avait dans ce sac, cet énorme sac en jute. Il a dit, j'en sais rien, moi, mettez-y ce que vous voulez, je sais pas. Et je crois vraiment qu'il s'en foutait éperdument. C'est-à-dire que c'est une image qui lui plaisait. C'est tout. C'est-à-dire l'image lui plaisait. Après, mettez dans le fameux sac en question ce que vous voulez. Alors, cela dit, si vous regardez Auguste en train de repriser on peut comprendre, hein, elle a un métier à tisser. Elle reprise une broderie qui est déchirée et sur lequel il y a du sang. Donc là, on peut comprendre quand même, sans qu'il vous donne d'explication.
Après, on peut aussi extrapoler et inventer plein d'autres choses. Mais là, le symbole est assez clair. Mais sur le sac, non, je crois vraiment qu'il a dû y mettre tous les jours quelque chose de différent. Parce que ce qu'il faisait avec Jean-Claude Carrière, par exemple, pour écrire, puisqu'ils ont écrit des années et des années ensemble, ils arrivaient le matin, quand ils se retrouvaient, ils reprenaient le scénario où ils l'avaient laissé, et l'un ou l'autre était chargé de commencer la suite, et si jamais l'autre devinait ce qui allait se passer après, ils arrêtaient en disant « ben non, c'est pas bon ». Donc, voilà. Donc, si l'idée, c'était d'arriver avec une idée que l'autre ne pouvait pas finir, n'arrivait pas à trouver une suite. Et si l'autre n'arrivait pas à trouver une suite, alors il continuait. Mais si l'autre trouvait la suite, ils arrêtaient. Et c'est comme ça, à cause de lui, que vous n'avez jamais fini le conservatoire. Parce que vous étiez au conservatoire. J'étais au conservatoire où je ne travaillais pas. C'est le pompon. C'est-à-dire que j'étais très timide. Et comme j'étais rentrée, qu'il y avait des acteurs que je trouvais extraordinaires, qui ont fait des carrières de théâtre, qui étaient Nada Strankard, Didier Sandre, Dominique Valadier, et qui étaient devant moi. Et moi, je n'avais jamais fait de théâtre ni de cinéma. Donc, quand on me demandait de passer des scènes, je hurlais non. J'avais comme professeur de Bauge et Vitesse. Donc, j'ai été virée plusieurs fois du conservatoire parce que par contre, j'ai fait le film de Buñuel, donc ils comprennent. Normalement, on n'avait pas le droit de travailler, ce qui est complètement idiot, parce que si vous êtes au conservatoire d'art dramatique et que quelqu'un comme Buñuel vous demande de faire du cinéma, oui, normalement, le directeur du conservatoire devrait vous encourager à le faire. Donc, déjà, j'avais pas le droit de le faire. Mais je l'ai fait, ça quand même, timide, mais quand même pas complètement idiote. Mais j'ai été virée plusieurs fois. Il y a Vitesse qui est venu chaque fois me faire en me disant « Mais non, elle est là. Elle passe pas de scène, mais elle est là, elle regarde. » Et puis par rapport à Buñuel, alors j'étais tellement coupable par rapport aux autres acteurs que je trouvais beaucoup mieux que moi au conservatoire, que Buñuel s'est dit « Elle va m'emmerder comme ça. » Parce que je lui parlais tout le temps des acteurs qui étaient formidables en disant « Il devrait être à ma place. » Enfin, je disais ça discrètement, mais quand même, je le disais au premier assistant, je le disais... Donc, en fait, il en a pris plusieurs, en se disant comme ça, elle va me fiche la paix. Puis, il les a coupés au montage. Comme ça, moi je me sentais moins coupable. Il savait qu'il me rendait plus heureuse. Et puis voilà. Plusieurs de vos camarades de votre classe du conservatoire. Oui. C'est génial. Oui, dont mon fiancé, qui était très, très chiant à l'époque. Et qui a fait que je suis arrivée d'ailleurs en larmes à la première à Paris, en retard, avec Serge Silberman, qui était un producteur très sérieux, qui donc n'a pas beaucoup aimé, mais l'amour, moi j'étais arrivée, mais parce qu'il était jaloux en fait. Et quand je me souviens, quand on devait aller à New York pour présenter le film au festival de New York, et j'avais dit que j'emmenais mon fiancé, c'est Silberman qui m'avait dit non, il vient pas. Je m'étais déjà arrivé en retard à la première à Paris, on va pas aller à New York avec lui, donc il est pas venu, et ça s'est très bien passé d'ailleurs, parce que je l'ai quitté assez rapidement, et grâce à Silberman et à Buñuel. La chose incroyable, c'est que le film de Buñuel, quand je vous dis qu'on est vraiment, il faut être modeste quand on est acteur. Alors c'est vrai qu'on a son nom en gros et qu'on fait des couvertures de journaux, ça vient après, hein. C'est aujourd'hui, mais à l'époque, les critiques de cinéma sortaient du film et venaient. J'avais Angela et moi, forcément l'une à côté de l'autre, et ils parlaient à l'une ou à l'autre. Et puis ils avaient un moment de panique en train de se dire, je suis pas en train de parler à l'actrice du film. Il regardait l'autre et à côté, il se disait, je suis en train de parler à quelqu'un d'autre qu'à l'actrice. Ils n'avaient pas vu qu'il y avait deux actrices. Donc ils se disaient tout le temps qu'ils se trompaient de personnes à qui ils parlaient. Donc c'était ou moi ou elle. Et la plupart des gens, je dirais la majorité des gens, ne se rendaient pas compte qu'il y avait deux actrices qui jouaient le même rôle. Comme quoi. Buñuel devait être assez content de ce genre de truc. En fait. Oui, alors après il a dit que c'était facile. Après il n'était pas content parce qu'il s'est dit, oh... Mais ça l'amusait. Et comme il ne tournait jamais deux fois la même scène, alors qu'à l'époque, c'était pas en digital, c'était de la pellicule, il pouvait y avoir ce qu'on appelait un poil dans la pellicule, donc on faisait quand même deux fois la même scène au cas où. Lui, jamais. Ça l'ennuyait. Donc si jamais c'était pas bon, on aurait tourné une autre scène qu'il aurait réécrite. Mais il tournait jamais deux fois la même scène. Oui, c'est-à-dire qu'il couvrait même pas un incident technique de la caméra, un poil ou une poussière, quelque chose. Une fois qu'il avait la scène comme il la voulait, il tournait pas une deuxième fois.
À vous. Oui, bonsoir. J'ai vu hier soir Le Jour des idiots, donc, que vous avez tourné en 81. Est-ce que ça a été un des tournages quand même très, très difficile, très éprouvant, très exigeant? Alors, étrangement, non. C'est le fameux film où je suis passée du James Bond à ce tournage. Mais j'étais tellement contente. D'abord, c'est un scénario qui a été écrit pour moi. C'était l'imagination de Werner Schotter, mais il l'a vraiment écrit pour moi. Et je me sentais très confortable dans le. C'est le premier film où je commence à justement voir dans les yeux des techniciens que ce que je suis en train de faire, ils le perçoivent. C'est pas que ça m'échappe malgré moi, parce que le film de Buñuel, de toute façon, j'étais encore une fois tellement timide que je regardais même pas les techniciens. C'est-à-dire, je savais pas. Et je savais pas du tout que j'avais le moindre don pour ça. Donc, je croyais vraiment que j'étais mauvaise. Sur le film de Buñuel, tous les jours, je demandais si j'étais invitée le lendemain. Enfin, invitée. J'ai signé un contrat, mais on me disait, mais oui, tu viens demain tourner. Je fais, ah bon. Mais sur le film de Werner, non. Sur le film de Werner, je commençais à m'amuser, même si le film n'est pas très drôle. Mais donc, c'est en fait un tournage étrangement très, très joyeux, même si le film est très dur. Et on était donc à Prague, dans cet endroit qui était à ce moment-là violent, puisque, encore une fois, c'est une ville maintenant qui est maintenant magnifique, mais qui était grise. Il n'y avait rien à manger. Il n'y avait que du chou tout le temps. J'avais mes 2 enfants avec moi. Je faisais l'école à la maison. Et comme j'avais eu... Sur le film de Werner, alors attendez, est-ce que je suis en train de dire des bêtises? Parce que non, je confonds avec le film d'Enki Bilal, où j'emmène après à boire et à manger, tout le monde se moque de moi, de l'eau plate. Non, sur le film de Werner, non, j'ai mangé que des choux. J'ai mangé que des choux et bu de l'eau gazeuse. Donc après, quand je suis retournée dans un pays de l'Est, pour retourner, j'avais fait mettre dans le camion qui partait de Paris, j'avais dit, écoutez, vous mettez un réchaud, et puis on va emmener du riz, du parmesan, de l'huile d'olive, et avec ça, je vais me débrouiller. Et de l'eau plate, parce que je savais qu'il n'y aurait que de l'eau gazeuse. Tout le monde m'a pris pour une cinglée, sauf que dans l'hôtel, il y avait la queue devant ma chambre pour avoir un bol de riz avec de l'huile d'olive, parce que c'est pareil, il y avait que du chou. C'était la base de la nourriture, c'était du chou. Bravo, madame, pour votre spontanéité, parce que vous parlez comme Bertrand Blier, donc a fortiori comme son père, Bernard, et je trouve ça génial. J'aimerais bien parler comme son père. Ma question, sans être sexiste ni féministe, j'ai un livre qui est dédicacé par Sœur Roger Moore qui est là, et ça me ferait plaisir parce que je sais bien que être une James Bond girl, c'est pas forcément la panacée, vous l'avez bien fait comprendre, mais enfin, malgré tout, nous restons, aussi des hommes, et voilà, et tout à fait. Et Sir Roger, je l'ai malheureusement rencontré que 5 minutes, mais j'ai été ami pendant 12 ans avec Tony Curtis. Voilà, j'ai eu 60 ans hier, et je suis très content de vous voir aujourd'hui. Voilà, merci. C'est pas le personnage de Steven. Et voilà. Vous devriez être dans le film avec moi, vous auriez dû faire le film de Steven. C'est notre ouragan à nous. Mais on aura fini sur Roger Moore, après tout. Merci infiniment, Carole. De rien. Merci beaucoup.